j'ai le redoutable défi de vous parler des 100 prochaines années de l'Organisation internationale du travail. En 30 minutes. Donc, je me suis dit qu'il fallait être plus raisonnable dans l'ambition et surtout revenir auprès de vous sur, en quelque sorte, un diagnostic tel qu'on peut le faire aujourd'hui de l'Organisation internationale du travail qui a effectivement 100 ans, et surtout pour réfléchir, imaginer quelques pistes d'évolution souhaitables pour tous ceux qui sont attachés à ce que le progrès social soit un élément moteur de la société de demain, ce qui est loin d'être le cas. Alors, un mot peut-être sur l'institution en tant que telle, même si je suis convaincu que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais je crois que quelques rappels historiques ne sont pas forcément dénués de sens aujourd'hui, dans la mesure où si cette institution perdure, la fidélité à ses engagements et à son mandat international est loin d'être garantie aujourd'hui. Et c'est sans doute là qu'un certain nombre de problèmes reposent. Donc l'OIT a été créé en 1919, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, et justement parce qu'il y avait la Première Guerre mondiale, avec ce postulat selon lequel la paix mondiale ne pouvait être préservée qu'au prix de la promotion de la justice sociale. C'est en assurant la promotion de la justice sociale qu'on réunit les meilleures chances de préserver la paix mondiale. C'est pour ça que les États, 42 à l'époque, réunis, créent l'Organisation internationale du travail, qui va avoir cette spécificité d'être composée de 3 collèges. On parle donc à l'OIT de tripartisme. Mais ça n'est pas un tripartisme au sens politique du terme, c'est un tripartisme qui renvoie à la présence des États. Il y a aujourd'hui 187 États qui sont membres de l'Organisation internationale du travail, la présence d'un collège d'employeurs et la présence d'un collège de travailleurs. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je siège dans le collège des travailleurs. Ces 3 collèges ayant comme moyen d'action pour promouvoir la justice sociale la responsabilité d'élaborer des normes internationales du travail, qui est une forme, je dis une forme parce que ça n'est pas tout à fait le cas dans la pratique, mais une forme de code du travail mondial. Il y a aujourd'hui 190 conventions internationales du travail, mais dont la mise en application, je ne vais pas trop rentrer dans le détail à ce stade, la mise en œuvre de ces conventions reste pour l'essentiel au bon vouloir des États qui décident ou ne décident pas de mettre en œuvre ces conventions sur leur propre territoire, ce qui, vous le comprenez bien, dès lors qu'on érige des règles de droit international, pose un problème d'égalité de traitement, puisque les citoyens, les travailleurs en l'occurrence, ne seront pas traités de la même manière selon qu'ils ont un État plus ou moins disposé à l'égard du principe même du droit international du travail. L'autre élément historique auquel je voudrais faire référence, c'est la déclaration, elle aussi connue, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous la connaissent, pour l'OIT, c'est la déclaration dite de Philadelphie, qui contient un certain nombre d'affirmations que je ne cesse, moi, de rappeler, tant elles me paraissent toujours aussi modernes en termes d'enjeux, même si elles ne sont pas reprises par nombre de décideurs, au plan politique comme au plan économique. La déclaration de Philadelphie, c'est celle qui affirme, par exemple, que le travail n'est pas une marchandise. Alors, on a entendu, lors de la conférence qui vient de se tenir à Genève, la conférence du centenaire, beaucoup de chefs d'État qui sont venus, parce que c'était la conférence du centenaire, ça participe du protocole politique, dont le chef d'État français, qui nous a tenu un discours dont vous avez peut-être entendu parler, très anticapitaliste, puisqu'il a dénoncé le capitalisme fou. Il faut dire qu'avant lui, Nicolas Sarkozy, en 2009, avait, lui, dénoncé les actionnaires qui gagnaient de l'argent en dormant. Donc, il y avait un défi à relever quant à la teneur des propos anticapitalistes tenus à l'occasion de cette conférence. Donc, le travail n'est pas une marchandise. Emmanuel Macron l'a rappelé. Merkel l'a rappelé. Enfin, ils ont été très nombreux à le rappeler. Et pour autant, dans la vie quotidienne, les travailleurs, dans le monde entier, font le constat qu'ils sont très souvent bien moins traités que certaines matières premières,
qui ont plus de valeur, en certains endroits, que les hommes et les femmes qui vivent de leur travail ou qui cherchent à vivre de leur travail. Philadelphie, c'est aussi le texte qui affirme que la pauvreté, où qu'elle existe, représente une menace pour la prospérité de tous. Autrement dit, ne pas s'intéresser ou se désintéresser des zones de pauvreté ou de précarité dans le monde, c'est faire fi du risque de propagation des conflits qui existent. Et aujourd'hui, il suffit de regarder de la carte des précarités et des pauvretés, de lui superposer la carte des conflits pour s'apercevoir que ça se superpose justement. Et donc cette considération politique de 1944 n'est pas elle aussi dépassée. Et puis enfin, un dernier extrait, c'est aussi le texte, la déclaration de Philadelphie, qui affirme qu'il faut consacrer la primauté des aspects humains et sociaux sur les considérations économiques et financières. Alors ça, par contre, il n'y a aucun chef d'État qui l'a rappelé, curieusement, mais c'est une phrase qui a dû leur échapper. Tout en se disant attachés à la déclaration de Philadelphie, ils en oublient un certain nombre de considérants qui, au contraire, m'apparaissent essentiels. Pourquoi je vous rappelle tous ces éléments, puisqu'encore une fois, je suis sûr que beaucoup d'entre vous les ont en référence, mais c'est justement parce que le diagnostic des droits sociaux dans le monde aujourd'hui, et ce diagnostic a été actualisé à l'occasion de la conférence dite du centenaire, est particulièrement préoccupante, et on est bien loin de l'esprit de Philadelphie. Et c'est sans doute parce qu'on s'éloigne de l'esprit de Philadelphie que le diagnostic est celui que l'on peut faire aujourd'hui. Je ne veux pas trop vous abreuver de statistiques et de chiffres, mais parmi les données essentielles, 60% aujourd'hui de la main-d'œuvre exerce son activité dans l'économie informelle. 60% des emplois du monde sont dans l'économie informelle, qui ne donne pas lieu donc à déclaration, à cotisation aussi bien sociale que fiscale. L'essentiel de l'économie mondiale repose sur l'exploitation d'une main-d'œuvre qui n'est pas déclarée. Nous sommes, en France, parmi les pays composant la minorité mondiale dès lors qu'on parle du droit du travail. On en est à ce niveau-là. Première des conséquences, c'est que, et vous le comprenez bien, en matière de protection sociale, par exemple, aujourd'hui, 74% de la population du monde n'a pas de véritable système de protection sociale. Et donc, le centenaire aurait dû être, je dis aurait parce que ça n'a pas été le cas, selon moi, aurait dû être l'occasion de s'interroger sur les moyens à renforcer de l'institution mondiale qui a la mission de promouvoir la justice sociale, d'actualiser ses moyens, ses méthodes, ses outils, voire ses armes, pour améliorer, accélérer cette quête d'une plus grande justice sociale à l'échelle internationale. Sinon, les choses risquent d'empirer. Alors les moyens, ils sont multiples, hein, les voies pour réagir sont multiples. Je vais vous en citer plusieurs, peut-être en style télégraphique, en se donnant la possibilité, si vous le souhaitez, dans un deuxième temps, d'échanger et de revenir plus en détail. Je crois, par exemple, qu'il faut renforcer la responsabilité des États à l'égard des normes internationales du travail. Ce système qui consiste à négocier du droit à l'échelle mondiale, mais qui repose sur le bon vouloir des États pour le mettre en œuvre, n'a pas suffisamment de pertinence vis-à-vis d'une économie qui est de plus en plus globalisée. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que à la table des discussions, à l'OIT, où je vous l'indiquais, il y a à la fois les États et les employeurs, les mêmes qui revendiquent un espace monde libéré de toute contrainte pour faire des affaires, pour faire du profit, sont les mêmes lorsqu'on revendique du droit social convergent pour l'ensemble des travailleurs, qui nous opposent, pour s'y opposer, le respect de la souveraineté des États en matière sociale. Dans le domaine économique, ça doit être mondial, et tout doit être fait pour que les affaires puissent se faire sans entrave, mais dans le domaine social, les employeurs, comme certains États, revendiquent le respect de la souveraineté nationale dans le droit social. Autrement dit, débrouillez-vous chacun dans vos propres pays. Donc, un des moyens de renforcer la légitimité du droit international, c'est de se donner d'autres outils pour contraindre les États à respecter davantage le droit international. Et dans un premier temps, de le faire en particulier sur tout ce qui a été qualifié par le droit international comme
des conventions dites fondamentales, qui touchent là au respect des droits humains et pas simplement à des droits sociaux. Dans le respect des droits humains, on a l'interdiction du travail des enfants, mais il y a encore 168 millions d'enfants qui sont recensés comme étant au travail. C'est l'interdiction du travail forcé, il y a encore 40 millions de personnes recensées officiellement comme étant victimes de l'esclavage. Dans les textes, on parle d'esclavage moderne, mais moi, j'arrive jamais à mettre le mot moderne derrière le mot esclavage. C'est l'esclavage d'aujourd'hui, c'est comme l'esclavage d'hier. Il a même différentes formes, mais ça reste du travail contraint. Dans les droits fondamentaux, il y a aussi la liberté d'association, autrement dit, la liberté des travailleurs reconnue dans les textes de s'associer collectivement pour modifier le rapport de force avec leur employeur. Les institutions internationales reconnaissent que le rapport de l'employé et de l'employeur n'est pas un rapport d'égal à égal, mais un rapport de subordination, d'où la nécessité de reconnaître aux travailleurs le droit de s'associer collectivement pour s'exprimer sur leurs conditions sociales comme sur le contenu de leur travail. Eh bien, malgré ces dispositions, aujourd'hui, la moitié de la population du monde vit dans des pays où le droit à la liberté syndicale n'est pas protégé. Et quand on dit la moitié de la population du monde, on peut évoquer certains pays, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la totalité des pays du Golfe. Quand vous prenez ces pays, c'est à la fois la majorité de la population mondiale, mais si vous le prenez sous l'angle de l'économie mondiale, c'est aussi la majorité de l'économie mondiale qui circule sans le respect d'un des droits fondamentaux des travailleurs, qui est la reconnaissance du droit d'association. Donc je pense au terme, je sais que dans les conversations à l'OIT, ça peut apparaître comme un gros mot, cette affaire, mais l'idée de sanction devrait venir maintenant, dès lors qu'on est sur la notion de droit. Il ne serait pas aberrant que des États ne respectant pas notamment les droits fondamentaux puissent être sanctionnés. L'autre levier, c'est de faire en sorte que les entreprises, à leur tour, soient redevables du droit international. On dénombre aujourd'hui 80 000 multinationales à peu près dans le monde. Elles emploient directement peu de travailleurs, 2 400 000, c'est relativement peu. Par contre, ces 80 000 multinationales font la pluie et le beau temps pour un travailleur sur 5 aujourd'hui. Et les projections nous amènent à considérer d'ici une quinzaine d'années, la proportion va passer à 1 sur 4. Autrement dit, un emploi sur 4 va dépendre du bon vouloir des multinationales. Mais elles n'ont pas aujourd'hui de compte à rendre sur le respect du droit international du travail dans la conduite de leurs activités. Or, l'économie mondiale, de plus en plus aujourd'hui, dépend des stratégies de multinationales plus que des orientations politiques de certains États. On a même aujourd'hui des États qui sont quasiment, je dirais pas à genoux, mais enfin presque, devant les exigences de multinationales qui leur demandent un certain nombre de dispositions quant à des équipements publics, des facilités fiscales, j'en passe et des meilleures, pour faire leurs affaires, sans qu'en contrepartie, elles soient responsables des conditions sociales dans lesquelles elles font travailler leurs sous-traitants, et avec des montages en cascade que vous connaissez, qui permettent de s'exonérer de la responsabilité sociale. Donc je suis là aussi un de ceux qui militent pour un corps d'inspecteurs international du travail qui aurait pour mission de contrôler les conditions sociales à l'intérieur des multinationales. Autre piste d'évolution souhaitable, parce qu'on est là, je crois, pour réfléchir à des alternatives, donc il faut, au-delà des constats, imaginer d'autres réponses possibles, c'est d'assurer une autre cohérence dans l'intervention des différentes institutions mondiales, et je m'en tiendrai à l'inadéquation, entre la mission que les États confient à l'OIT, vous devez, vous, OIT, assurer la promotion de la justice sociale, et les missions qui sont confiées à d'autres institutions, mais qui sont en contradiction avec cette mission-là. Le Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Le FMI, qui a un mandat des États, est un organisme prêteur qui, au motif de prêter de l'argent à certains États, et il est bien connu que c'est d'abord aux plus pauvres qu'on prête de l'argent, en contrepartie, exige de ces mêmes États de se mettre en infraction avec des conventions internationales du travail. Vous, les Grecs, je vous prête de l'argent, mais je vous demande de rogner sur le niveau de vos pensions versées aux retraités.
Vous, les Roumains, je vous prête de l'argent, mais je vous demande en contrepartie de ne pas appliquer certaines dispositions du Code du travail roumain qui coûtent trop cher aux finances publiques. Vous, pays du Maghreb, je vous prête de l'argent, mais je vous demande de revenir sur les dispositions de protection sociale qui coûtent trop cher aux finances publiques. Bref, on a une institution internationale qui prend le contre-pied de ce que cherche à faire une autre institution. Donc il faut, naturellement ça nécessite des mobilisations et des combats, mais faire reconnaître que le droit social international s'impose à toute autre institution mondiale. Le droit social international ne peut pas être une monnaie d'échange dans l'intervention d'autres institutions. Un autre levier consiste à mettre de l'ordre entre différents niveaux de droits internationaux. Je dis ça parce que nous sommes sur le continent européen avec des institutions européennes particulières qui produisent du droit, dont du droit social, et il se trouve que dans maint domaine, on peut trouver des situations où le droit européen est en dessous, voire en contradiction du droit mondial. Et il n'est donc pas normal que le droit européen puisse déroger à la norme internationale. Imagine-t-on que des pays d'autres continents nous disent votre droit mondial c'est une chose, mais nous on a décidé de faire notre propre droit continental et on dérogera au droit international. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de droit international. Il n'y a plus besoin de perdre son temps à fixer des normes que l'ensemble de la communauté se doit de respecter. Et curieusement, autant on a des dispositions, des procédures qui sont accessibles pour contester ce que produisent des États s'ils sont en infraction avec le droit mondial, autant aucune procédure ne nous est permise lorsqu'on considère que le droit européen est en infraction avec le droit international, alors que c'est le cas, par exemple, pour la directive sur le travailleur détaché, par exemple, sur la situation faite aux travailleurs migrants en matière de protection sociale. Il y a de multiples cas où le droit européen est en dessous du droit international. Et puis, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, il y a aussi, dans le mode de fonctionnement, là j'interviens un peu dans la cuisine interne, mais je vais essayer de me faire comprendre pour expliquer en quoi c'est quand même un enjeu politique. Aujourd'hui, le fonctionnement de l'OIT repose beaucoup sur la notion de consensus. Alors vous imaginez combien le consensus à trouver entre 187 États, les employeurs du monde entier et des représentants des travailleurs du monde entier pour définir le droit international sur le plan social est difficile à atteindre. Et même si consensus ne veut pas dire unanimité, loin s'en faut, mais en fait c'est ceux qui crient les plus forts qui en général emportent les décisions. Et pas forcément ceux qui ont un droit de vote, alors que tout le monde siège. Et eh bien je pense que sur un certain nombre d'enjeux cruciaux, il faut que l'OIT s'habitue, et c'est prévu dans ses statuts, à prendre des décisions s'appuyant sur une majorité, et non pas attendre des consensus hypothétiques avant de prendre une décision. Pour illustrer mon propos, nous avons demandé le recours au vote à l'OIT, par exemple pour que la plainte qui était déposée à l'égard du Qatar sur le travail forcé soit l'objet d'une enquête approfondie de la part de l'Organisation internationale du travail. Si on s'en était tenu à l'esprit de consensus, il n'y avait pas de consensus parmi les pays pour diligenter une enquête au Qatar, tout simplement parce que le Qatar est un des pays qui tient par le porte-monnaie beaucoup d'États qui s'étaient succédés pour défendre le grand mérite du pouvoir qatari qui faisait tout son possible pour améliorer le sort des 1 800 000 travailleurs immigrés qui, une fois embauchés au Qatar, ne peuvent plus quitter le pays puisqu'ils voient leur passeport confisqué dès qu'un employeur les a recrutés. Donc ils sont victimes et ils sont classés parmi les victimes du travail forcé. Donc voilà quelques pistes d'amélioration possibles, mais en arrêtant mon propos, j'ai bien conscience que tout cela risque d'être un petit peu schématique, mais encore une fois, on pourra le compléter à l'envi si vous le souhaitez. Merci de votre attention.